Elle fermait le comptoir de bijoux, jusqu'à ce qu'un milliardaire lise la gravure de sa femme à l'intérieur de sa bague et reste figé. La pluie tambourinait contre les vitrines de la bijouterie marchand avec cette insistance typiquement lyonnaise qui transformait les après-midi d'automne en mélancolie liquide. Claire Vautrin observait les gouttes dessinées des chemins tortueux sur le verre, chacune semblant porter le poids de ses propres préoccupations. 18h50, dans 10 minutes, elle pourrait enfin fermer boutique et retrouver Aurore qui l'attendait sûrement, avec ses devoirs de première et cette moue boudeuse qu'elle arborait depuis quelques semaines. Encore une journée de merde, murmura-t-elle en rangeant machinalement les dernières pièces dans leur écrin de velours bleu nuit. À 38 ans, Claire avait cette beauté fatiguée des femmes qui ont appris trop tôt que la vie ne fait pas de cadeaux. 15 années dans cette même bijouterie du centre-ville. 15 années à réparer les symboles d'amour des autres, pendant que le sien s'effritait lentement, depuis la mort de Philippe dans cet accident stupide sur le chantier de la Part-Dieu, il y a 3 ans. Chaque fin de mois ressemblait à un parcours du combattant. Son salaire de vendeuse suffisait à peine à couvrir le loyer de leur petit 3 pièces rue Mercière et les frais grandissants d'Aurore. Elle soupira en comptant la recette de la journée. 3 alliances réparées, 2 montres révisées et une chaîne en or ressoudée. Pas de quoi pavoiser, mais assez pour que M. Bertrand, le propriétaire septuagénaire, garde un sourire satisfait, et elle, son emploi, le carillon de la porte d'entrée tinta soudain. Interrompant ses pensées moroses, Claire leva les yeux, prête à annoncer poliment que la boutique fermait, mais les mots restèrent bloqués dans sa gorge. L'homme qui venait d'entrer semblait porter sur ses épaules le poids du monde entier, grand, la quarantaine élégante malgré les traits tirés. Il avait cette prestance naturelle des gens habitués à commander, mais son regard parlait d'une douleur si profonde que Claire en eut le souffle coupé. Ses cheveux poivre et sel étaient trempés par la pluie et son costume Armani, elle s'y connaissait suffisamment pour reconnaître la coupe, dégoulinait sur le parquet ciré de la boutique. « Ah, excusez-moi » balbutia-t-il d'une voix éraillée. « Je sais qu'il est tard, mais c'est urgent. » Il fouilla dans sa poche intérieure et en sortit un petit écrin de velours noir qu'il posa délicatement sur le comptoir, comme s'il manipulait la chose la plus précieuse au monde. « Il faut que vous répariez ceci pour demain matin. Je sais que c'est impossible, mais je vous en supplie. C'est pour l'enterrement de ma femme. » Claire sentit son cœur se serrer. Elle connaissait cette douleur, cette urgence désespérée de faire quelque chose. N'importe quoi, pour honorer la mémoire de l'être aimé. Ses doigts tremblèrent légèrement quand elle ouvrit l'écrin. L'alliance qui reposait sur le coussin de satin était magnifique, or blanc, finement ciselé, avec des gravures délicates qui témoignaient du travail d'un artisan exceptionnel, mais ce n'était pas sa beauté qui coupa le souffle à Claire. C'était cette sensation étrange, presque vertigineuse, comme si elle avait déjà vu cette bague quelque part. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda l'homme en se penchant vers elle, inquiet de son silence prolongé. « Rien, c'est juste que... » Claire prit la bague entre ses doigts experts, la tournant vers la lumière. « Elle est vraiment très belle. Que s'est-il passé ?» Le chaton qui maintient le diamant s'est desserré. Ma femme l'a porté tout le temps. Elle ne l'enlevait jamais, Solange. Sa voix se brisa sur le prénom. Elle est morte dans un accident de voiture il y a 1 semaine. Demain, nous l'enterrons, et je voudrais qu'elle porte son alliance. C'est stupide, je sais, mais ce n'est pas stupide du tout, l'interrompit doucement Claire. Je vais regarder ce que je peux faire. Elle alluma sa lampe d'orfèvre et examina la bague à la loupe. Le travail de réparation serait délicat, mais réalisable en 1 soirée. Ce qui l'intriguait davantage, c'était cette inscription à l'intérieur de l'anneau qu'elle n'avait pas remarqué tout de suite. Elle ajusta sa loupe et plissa les yeux pour déchiffrer la gravure finement ciselée. Pour ma chère Solange, qu'elle trouve sa famille un jour, Hélène Marceau, 1987. Le monde bascula, la loupe glissa de ses doigts et tomba sur le comptoir avec un bruit métallique qui résonna comme un coup de tonnerre dans le silence soudain de la boutique. Claire se figea, les yeux écarquillés, fixant l'alliance comme si elle venait de voir un fantôme. « Qu'est-ce qu'il y a ?» L'homme s'inquiéta de nouveau, mais sa voix lui parvenait comme dans un brouillard. Hélène Marceau, ce nom qu'elle n'avait pas entendu depuis plus de 20 ans, ce nom qui hantait encore parfois ses rêves. Hélène, la cuisinière de l'orphelinat Sainte-Madeleine, la seule personne qui avait jamais ressemblé à une mère dans sa vie d'enfant abandonnée,
Hélène qui lui offrait des biscuits en cachette, qui la consolait quand les autres enfants se moquaient d'elle, qui lui avait appris les premiers gestes de l'orfèvrerie dans le petit atelier de l'orphelinat, Hélène qui était morte dans l'incendie quand Claire avait 15 ans. « Monsieur », sa voix n'était plus qu'un murmure. « Votre femme, Solange ?» Comment s'appelait-elle exactement ? Solange Delcourt. Enfin, Solange Moreau avant notre mariage. Pourquoi ? Vous la connaissiez. Moreau, un nom d'emprunt. Sûrement, comme tous les enfants de l'orphelinat qui n'avaient pas de famille, Claire sentit ses jambes flageoler et s'appuya contre le comptoir. Et cette bague, où l'a-t-elle eue ? Je ne sais pas exactement. Elle me disait seulement que c'était un cadeau de quelqu'un d'important de son enfance. Une femme qui s'occupait d'elle avant son adoption. Elle n'aimait pas parler de cette époque. L'homme la regardait avec de plus en plus d'inquiétude. « Madame, vous êtes toute pâle. Vous devriez vous asseoir. » Mais Claire n'entendait plus. Elle fouilla frénétiquement dans son sac à main et en sortit son portefeuille, le cœur battant la chamade. Ses doigts tremblants trouvèrent la photo qu'elle gardait toujours avec elle, jaunie par les années mais soigneusement préservée. Hélène Marceau entourée de ses petits, comme elle les appelait, devant l'orphelinat Sainte-Madeleine. Et là, à côté de Claire qui devait avoir 12 ans, une petite fille blonde aux yeux bleus, plus jeune de 2 ou 3 ans, une petite fille qu'elle avait appelée Soso parce qu'elle n'arrivait pas à prononcer Solange correctement. « Mon Dieu !» souffla-t-elle. L'homme contourna le comptoir et vint se placer à côté d'elle pour regarder la photo. « Mais c'est impossible !» balbutia-t-il. « Cette petite fille, on dirait Solange !» termina Claire, les larmes aux yeux. « C'est Solange, ma petite sœur. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Seule la pluie continuait son tambourinage régulier contre les vitres, indifférente au chaos émotionnel qui venait de s'abattre sur ces deux vies à jamais liées par un anneau d'or et les caprices cruels du destin. L'homme, Adrien Delcourt, comme il finirait par se présenter, s'effondra sur la chaise destinée aux clients. Le visage entre les mains. « Solange avait une sœur », murmura-t-il. « Elle a passé sa vie à vous chercher, et maintenant qu'elle est morte. » Claire ferma les yeux, submergée par une vague de douleur si intense qu'elle crut défaillir. Toutes ces années à se demander ce qu'était devenue la petite Soso. Toutes ces nuits où elle s'était réveillée en pensant à elle. Et maintenant, elle découvrait qu'elle avait vécu dans la même ville, peut-être à quelques kilomètres seulement, sans qu'elle se trouve jamais. L'ironie cruelle du destin la frappa de plein fouet. Elle tenait entre ses mains l'alliance de sa sœur morte, apportée par l'homme qui l'avait aimée. Dans cette bijouterie où elle réparait les symboles d'amour des autres depuis 15 ans, la pluie redoubla d'intensité dehors, comme si le ciel pleurait avec eux. « Vous voulez boire quelque chose ?» Claire avait fini par fermer la boutique et remonter le rideau de fer, mais ni elle ni Adrien n'arrivaient à partir. Il était maintenant plus de 20 heures, et ils restaient là, assis dans la pénombre de la bijouterie, cette photo jaunie posée entre eux comme un pont jeté par-dessus 23 années de séparation. « Un café, si vous avez », répondit Adrien d'une voix éteinte. Ses yeux ne quittaient pas le visage de la petite Solange sur la photo. Elle me parlait parfois d'une grande sœur dont elle gardait des souvenirs flous. Elle disait qu'elle sentait encore parfois son parfum, une odeur de savon à la lavande et de métal poli. Claire sursauta. C'était exactement l'odeur qu'elle dégageait après ses heures d'atelier à l'orphelinat. Quand elle aidait Hélène à nettoyer les vieux bijoux donnés par des bienfaiteurs, un détail si précis qu'il ne pouvait pas être inventé, elle se souvenait de moi. Sa voix était à peine audible. Plus que vous ne l'imaginez, quand elle était stressée ou triste, elle se mettait à chercher cette odeur partout, dans les parfumeries, chez les antiquaires. Elle ne savait pas pourquoi, mais ça la réconfortait. Le cœur de Claire se serra, pendant que sa petite sœur la cherchait inconsciemment dans les parfums de leur enfance. Elle-même scrutait chaque fillette blonde dans les rues de Lyon, espérant reconnaître un jour les traits de Soso. Comment était-elle ? Demanda-t-elle en préparant 2 expressos sur la petite machine que M. Bertrand gardait dans l'arrière-boutique. Adrien esquissa un sourire douloureux. Généreuse, parfois trop, elle donnait tout ce qu'elle avait, même quand on ne lui demandait rien. Elle avait cette manie de ramasser les objets cassés pour essayer de les réparer, des vases fêlés, des jouets abîmés, des plantes en train de mourir. Comme à l'orphelinat, murmura Claire. Elle récupérait toujours les poupées dont les autres ne voulaient rendre plus. Et elle avait peur de l'abandon, continua Adrien, acceptant la tasse fumante qu'elle lui tendait.
Au début de notre mariage, elle vérifiait constamment que je n'allais pas partir. Elle cachait mes clés de voiture, gardait mes affaires personnelles près d'elle. Il m'a fallu des années pour comprendre d'où ça venait. Claire ferma les yeux. Elle connaissait trop bien cette peur viscérale, cette angoisse permanente que les gens qu'on aime disparaissent du jour au lendemain, comme ses parents biologiques l'avaient fait quand elle avait 3 ans. Elle vous a parlé des adoptions, demanda-t-elle. Pourquoi elle a été choisie et pas moi? Adrien hésita, visiblement embarrassé. Les Moreau cherchaient une petite fille très jeune, pas plus de 3 ans. Ils pensaient que l'adaptation serait plus facile avec un enfant qui n'aurait pas trop de souvenirs de l'orphelinat. Solange venait d'avoir 3 ans quand ils l'ont rencontrée. Et moi, j'en avais 6. L'amertume dans sa voix était palpable. Déjà trop vieille, trop abîmée. Ne dites pas ça. La véhémence d'Adrien l'a surpris. Solange m'a dit que sa grande sœur était la plus courageuse de tout l'orphelinat, que vous protégiez les plus petits, que vous consoliez ceux qui pleuraient de la nuit. Elle se souvenait que vous lui chantiez des berceuses quand elle faisait des cauchemars. Les larmes de Claire se mirent à couler sans qu'elle puisse les retenir. Des berceuses, elle avait complètement oublié. Ces mélodies sans paroles qu'elle inventait pour endormir Soso quand les orages la terrorisaient. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Pour l'accident, je veux dire. Le visage d'Adrien se durcit. Au début, j'ai cru à un simple accident. Solange conduisait sous la pluie. Elle a perdu le contrôle dans un virage. Mais ensuite, la police a trouvé des traces de freinage bizarres, des éclats de peinture d'un autre véhicule. Quelqu'un l'a percuté volontairement. Mon Dieu, mais qui aurait voulu... Lucien Carrière? Le nom sortit de sa bouche comme un crachat. Mon ancien associé, je l'ai viré de l'entreprise il y a 5 ans quand j'ai découvert qu'il détournait des fonds et falsifiait des documents pour décrocher des marchés publics. Claire fronça les sourcils. Quel rapport avec Solange? Il la faisait chanter depuis des mois. Adrien se passa une main fatiguée sur le visage. Le salaud avait gardé des copies de tous les faux papiers, y compris ceux où ma signature apparaît. Je ne savais pas qu'il les falsifiait à l'époque. J'étais jeune, ambitieux. Je signais tout ce qu'il me mettait sous le nez. Mais légalement, j'étais complice. Et Solange payait pour votre silence. Pour nous protéger tous les deux, si ces documents avaient été rendus publics. J'aurais perdu l'entreprise, ma réputation, tout. Nous nous serions retrouvés ruinés, et probablement en prison. Sa voix se brisa. Elle vendait ses bijoux en secret, vidait petit à petit nos comptes d'épargne. Et moi, comme un con, je ne me rendais compte de rien. Claire sentit la colère monter en elle. Cette ordure a tué ma sœur pour de l'argent. Pour bien plus que ça. Adrien sortit son téléphone et lui montra une photo. Un homme d'une 50aine d'années, le visage émacié et les yeux froids. Lucien Carrière. Ce que je n'ai découvert qu'hier, c'est qu'il a grandi dans le même orphelinat que vous. Le téléphone faillit glisser des mains de Claire. Ce visage, elle le reconnaissait vaguement. Un garçon plus âgé, toujours en colère, qui brutalisait les plus petits et volait leur nourriture. Un garçon que même Hélène n'arrivait pas à consoler. Lulu, souffla-t-elle. On l'appelait Lulu. Il devait avoir 15 ou 16 ans quand je suis partie. Un gosse violent, hargneux. Il en voulait au monde entier. Selon ses dossiers, il n'a jamais été adopté. Il a quitté l'orphelinat à sa majorité et s'est débrouillé tout seul. Adrien rangea son téléphone. Il a dû nous voir dans les journaux quand j'ai épousé Solange. Photos de mariage, page People. Il a sûrement reconnu sa petite camarade d'orphelinat devenue Madame Delcourt. Et il s'est dit qu'elle lui devait quelque chose. Claire comprenait maintenant. Une revanche sur la vie qui ne lui avait jamais fait de cadeau. Le pire, c'est que Solange ne m'a jamais rien dit. Elle portait ce fardeau toute seule, comme si c'était sa faute. Les poings d'Adrien se serrèrent. Si j'avais su, jamais je n'aurais laissé cette situation s'envenimer. Elle vous protégeait. C'est ce qu'on apprend à l'orphelinat. Se débrouiller seul. Ne compter sur personne. Protéger ceux qu'on aime, même si ça nous détruit. Ils restèrent silencieux un moment, chacun perdu dans ses pensées. La pluie avait cessé, mais l'atmosphère restait lourde, chargée d'électricité. « Il faut qu'on l'arrête », finit par dire Claire. « Solange est morte, mais il peut encore s'en prendre à vous, ou à d'autres. La police enquête, mais ils n'ont pas assez de preuves pour l'inculper. Il nie tout en bloc, prétend qu'il n'avait pas revu Solange depuis des années. » Adrien vida sa tasse d'un trait.
Et puis, même si on le coinçait, ça ne me rendrait pas ma femme, mais ça l'empêcherait de faire d'autres victimes, et ça donnerait un sens à sa mort. Adrien la regarda avec une intensité nouvelle. Vous avez raison. Solange mérite justice, et vous méritez de connaître la vérité sur votre sœur. J'aimerais que vous me parliez d'elle, de votre vie ensemble, de ses habitudes, de ce qui la rendait heureuse. Claire essuya ses joues humides. J'ai 23 ans de retard à rattraper, pour la première fois depuis qu'il était entré dans la boutique. Adrien sourit vraiment. Elle adorait les matins d'hiver. Elle se levait avant l'aube pour regarder le givre sur les vitres. Elle disait que c'était comme des bijoux que la nature offrait gratuitement à ceux qui prenaient la peine de regarder. Elle a toujours aimé les jolies choses. Même à l'orphelinat, elle ramassait les cailloux brillants, les plumes colorées, et elle chantonnait tout le temps, des mélodies sans paroles, comme les berceuses que je lui chantais, termina Claire, la voix étranglée par l'émotion. Dans le silence qui suivit, ils réalisèrent tous les deux que malgré les années de séparation, malgré la mort qui les avait définitivement privés de leurs retrouvailles, Solange était toujours là entre eux, dans chaque souvenir partagé, dans chaque trait de caractère reconnu, dans cette douleur commune qui les liait désormais pour toujours, et quelque part dans Lyon, Lucien Carrière ne savait pas encore qu'il venait de commettre sa plus grave erreur, réunir deux personnes qui avaient toutes les raisons du monde de le voir payer pour ses crimes. Claire poussa la porte de leur appartement rue Mercière à 22 heures passées, les jambes encore flageolantes après cette soirée qui avait bouleversé sa vie. L'odeur familière de l'encaustique et du café réchauffé l'accueillit, mélangée aux effluves du parfum bon marché qu'Aurore avait la manie de vaporiser dans toute la maison. « Maman, tu es vraiment en retard !» La voix de sa fille lui parvint depuis le salon, teintée de ce reproche adolescent qu'elle connaissait bien. « Désolée, ma chérie, j'ai eu un imprévu à la bijouterie. » Aurore apparut dans l'encadrement de la porte, ses longs cheveux châtains encore humides de sa douche du soir. À 16 ans, elle avait hérité des traits fins de son père et de la détermination silencieuse de sa mère. Mais depuis quelques semaines, Claire remarquait des changements subtils chez elle. Une mélancolie nouvelle dans ses yeux verts, des absences fréquentes, des conversations téléphoniques chuchotées qu'elle interrompait dès que sa mère entrait dans la pièce. « Tu as mangé ?» demanda Claire en se dirigeant vers la cuisine. « Ouais, j'ai réchauffé les lasagnes d'hier, mais toi, tu n'as pas l'air dans ton assiette. » Aurore l'observait avec cette perspicacité déconcertante qui caractérisait parfois les adolescents. Il s'est passé quelque chose. Claire hésita. Comment expliquer à sa fille qu'elle venait de découvrir l'existence d'une sœur qu'elle avait perdue 2 fois, une première fois dans l'enfance, une seconde fois dans la mort? Comment lui dire qu'elle avait appris tout cela grâce à un homme désespéré qui pleurait sa femme assassinée? Juste une journée difficile, mentit-elle en ouvrant le réfrigérateur. Et toi, comment s'est passée ta soirée? Bien, j'ai révisé mon bac de français avec Chloé. Aurore détourna le regard, un geste que Claire connaissait bien, et qui signifiait généralement qu'elle cachait quelque chose. Maman, est-ce que tu crois au destin? La question l'a pris au dépourvu. Pourquoi tu me demandes ça? Pour rien. Enfin, si. J'ai l'impression que parfois, la vie nous envoie des signes, des rencontres qui ne sont pas dues au hasard. Tu vois ce que je veux dire? Claire s'immobilisa, une bouteille d'eau à la main. Aurore, qu'est-ce qui se passe vraiment? Tu es bizarre depuis quelque temps, plus distante, plus rêveuse. Je ne suis pas bizarre, protesta l'adolescente avec cette véhémence typique de son âge. Je réfléchis, c'est tout, à l'avenir, aux choix qu'on fait, aux gens qui comptent, aux gens qui comptent. Claire fronça les sourcils. Il y a quelqu'un dans ta vie dont tu ne m'as pas parlé. Le rouge monta aux joues d'Aurore. Pas comme tu le penses, c'est juste. J'ai rencontré quelqu'un ces derniers mois. Une femme formidable qui m'a beaucoup aidé à voir les choses différemment. Quelle femme? Où ça? Chez les Mercier, mes voisins. Tu sais, le couple avec les jumeaux de 4 ans. Leur ami venait souvent leur rendre visite quand je gardais les petits. On a commencé à discuter et... Aurore s'interrompit brusquement, comme si elle venait de réaliser qu'elle en disait trop. Et... l'encouragea Claire, intriguée par cette soudaine réticence. Et rien, elle était juste, spéciale, elle me comprenait. Tu vois, elle avait grandi sans sa famille aussi, alors on avait des points communs. Le cœur de Claire fit un bond. Sans sa famille, qu'est-ce que tu veux dire? Elle avait été adoptée très jeune, elle me racontait parfois des histoires sur son enfance dans un orphelinat.
avant que ses parents adoptifs la récupèrent. Des histoires un peu tristes, mais belles aussi, sur une cuisinière très gentille qui s'occupait de tous les enfants comme si c'étaient les siens. Les jambes de Claire cédèrent. Elle s'effondra sur une chaise de la cuisine, le visage livide. « Comment s'appelait cette femme? Pourquoi tu me regardes comme ça ?» Aurore recula d'un pas, visiblement effrayée par la réaction de sa mère. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Son nom, Aurore. Dis-moi son nom. »« Solange Delcourt. Mais elle est... » La voix d'Aurore se brisa. « Elle est morte la semaine dernière, dans un accident de voiture. C'est pour ça que je suis triste depuis quelques jours. Je n'osais pas t'en parler parce que je savais que tu ne comprendrais pas. » Claire porta une main à sa bouche pour étouffer le sanglot qui montait. Sa fille, sa propre fille, avait connu Solange, avait parlé avec elle, ri avec elle, créé des liens avec elle. Pendant des mois, elles avaient été si proches de se retrouver, si proches de reformer cette famille éclatée depuis l'enfance, et elle ne l'avait jamais su. « Tu la connaissais depuis quand ?» demanda-t-elle d'une voix étranglée. « Depuis septembre dernier. Pourquoi ?» Aurore s'approcha lentement, alarmée par l'état de sa mère. « Maman, tu me fais peur. Tu la connaissais aussi. » C'était ma sœur. Le silence qui suivit fut assourdissant. Aurore ouvrit et ferma la bouche plusieurs fois, comme un poisson hors de l'eau, incapable de formuler une pensée cohérente. « Ta sœur. Mais tu m'as toujours dit que tu n'avais pas de famille. » Parce que je croyais l'avoir perdue pour toujours. Les larmes coulaient maintenant librement sur les joues de Claire. Nous étions dans le même orphelinat quand nous étions petites. Elle a été adoptée à 3 ans. Moi, je suis restée jusqu'à ma majorité. Je n'avais jamais su ce qu'elle était devenue. Oh mon Dieu. Aurore s'effondra sur la chaise en face de sa mère. Solange était ma tante. Mais alors, elle le savait. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle m'a posé plein de questions sur toi, sur ton travail, sur notre famille, sur papa. Elle voulait voir des photos. Aurore se mit à fouiller frénétiquement dans son sac. « Attends, je vais te montrer. » Elle sortit son téléphone et fit défiler ses photos jusqu'à en trouver une qui fit vaciller le monde de Claire. Aurore et Solange, assises côte à côte sur un banc du parc de la Tête d'Or, souriantes, complices. Sa fille et sa sœur, ensemble, heureuses. Elle m'avait dit qu'elle cherchait quelqu'un depuis très longtemps, murmura Aurore, une grande sœur qu'elle avait perdue de vue. Elle m'a montré une vieille photo d'orphelinat où on voyait une petite fille qui lui ressemblait quand je lui ai montré des photos de toi. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est mise à pleurer. Elle a dit qu'elle t'avait enfin trouvé, qu'elle allait venir te voir dès qu'elle aurait réglé un problème urgent. Les yeux d'Aurore se remplirent de larmes. Elle m'a fait promettre de ne rien te dire avant. Elle voulait que ce soit une surprise. Claire sentit son cœur se briser en 1000 morceaux. Solange l'avait trouvée. Elle savait où elle habitait, où elle travaillait, comment elle vivait. Elle connaissait même sa fille et avait créé des liens avec elle. Elle était si près de venir frapper à sa porte. « Le problème urgent », répéta-t-elle faiblement. « Elle t'a dit de quoi il s'agissait ?»« Non, pas vraiment. Juste qu'elle devait protéger son mari de quelque chose. Qu'il y avait un homme méchant qui voulait leur faire du mal et qu'elle devait l'empêcher. » Aurore essuya ses joues. « Maman, c'est lui qui l'a tué, n'est-ce pas, cet homme méchant ?» Claire hocha la tête, incapable de parler. Tout se mettait en place maintenant. Le comportement étrange d'Aurore ces dernières semaines, ses questions sur le destin, sa mélancolie nouvelle. Sa fille pleurait la mort d'une femme qu'elle avait appris à aimer sans savoir qu'elle était sa tante. Et elle, Claire, pleurait une sœur qui était morte en essayant de protéger sa famille, cette famille qu'elle venait enfin de retrouver. Elle parlait tout le temps de toi, chuchota Aurore. Elle disait que tu étais sûrement devenue quelqu'un de formidable, que tu avais dû être très courageuse pour survivre toute seule. Elle était fière de toi sans même te connaître. Et moi, qui me reprochais de ne pas l'avoir cherchée assez... Elle m'a dit autre chose. Aurore hésita. Quelque chose de bizarre. Elle m'a demandé de prendre soin de toi si jamais il lui arrivait quelque chose, comme si elle savait qu'elle était en danger. Claire releva brusquement la tête. Tu étais avec elle le soir de l'accident? Non, on s'était vus l'après-midi. Elle m'avait dit qu'elle devait voir quelqu'un le soir même, quelqu'un de son passé. Elle était nerveuse, inquiète. Je lui ai proposé de l'accompagner, mais elle a refusé. Elle disait que c'était trop dangereux. Oh, ma chérie,
Claire prit sa fille dans ses bras, réalisant soudain qu'Aurore avait porté ce poids toute seule pendant 1 semaine. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» Parce que je ne comprenais pas ce qui se passait. Et parce que j'avais l'impression de l'avoir trahie en ne la protégeant pas. Tu n'as rien à te reprocher. Rien du tout. Claire resserra son étreinte. Mais maintenant, on va la venger, toutes les deux. Et on va faire en sorte que l'homme qui l'a tuée paye pour ce qu'il a fait. Dans les bras de sa mère, Aurore sentit quelque chose changer en elle. La tristesse était toujours là, mais elle était maintenant mélangée à une détermination nouvelle. Solange n'était plus, mais elle avait réussi à réunir sa sœur et sa nièce. Et ensemble, elles allaient s'assurer que sa mort ne resterait pas impunie. 1 semaine plus tôt, Solange Delcourt regardait sa montre pour la 3e fois, en 5 minutes. 19h30, dans 1 heure, elle devait retrouver Lucien dans ce parking souterrain de la Part-Dieu. Avec les 50 000 € qui, elle l'espérait, mettraient enfin un terme à ce cauchemar, ses mains tremblaient légèrement en fermant la fermeture éclair du sac de sport noir posé sur son lit. « Solange !» La voix d'Adrien lui parvint depuis le rez-de-chaussée. « Je pars pour mon rendez-vous à Villeurbanne. Je ne rentrerai pas tard. »« D'accord, mon chéri, » répondit-elle d'une voix qu'elle espérait normale. « Bonne soirée. » Le claquement de la porte d'entrée résonna dans la maison comme un glas. Solange ferma les yeux, luttant contre la nausée qui la submergeait chaque fois qu'elle pensait à ce qu'elle s'apprêtait à faire. 50 000 €, toutes leurs économies, plus la vente de sa bague de fiançailles et du collier de sa mère adoptive, tout ce qu'il possédait de précieux, sacrifié pour protéger l'homme qu'elle aimait. Son téléphone vibra. Un message de Lucien. « Sois à l'heure et viens seule, ou je balance tout aux journaux demain matin. » Elle étouffa un sanglot. 6 mois qu'elle endurait ce chantage. 6 mois à mentir à son mari, à vider leur compte en secret, à inventer des excuses pour justifier la disparition progressive de ses bijoux. 6 mois à vivre dans la terreur que Lucien mette ses menaces à exécution et détruise la réputation d'Adrien. La sonnette de l'entrée interrompit ses pensées moroses, qui pouvaient bien venir à cette heure. Elle descendit rapidement, inquiète qu'Adrien ait oublié quelque chose, et découvre le sac plein d'argent qu'elle comptait dissimuler dans sa voiture. « Aurore ?» s'étonna-t-elle en ouvrant la porte. « Ma chérie, qu'est-ce que tu fais là ?» La jeune fille de 16 ans se tenait sur le perron, ses cheveux châtains collés par la pluie fine qui commençait à tomber. Elle portait son blouson en jean élimé et ce petit sac à dos décoré de badges qu'elle ne quittait jamais. Mais ce qui frappa Solange, c'était l'expression de son visage. Un mélange d'inquiétude et de détermination qu'elle ne lui avait jamais vu. « Il faut qu'on parle », dit Aurore d'une voix grave qui ne correspondait pas à ses 16 ans. « Je sais que vous allez voir cet homme ce soir. Celui qui vous fait du mal. » Le sang de Solange ne fit qu'un tour. « Comment tu... Aurore, qu'est-ce que tu racontes ? Je vous ai entendu au téléphone hier, chez les Mercier. Vous pleuriez en suppliant quelqu'un d'arrêter. » Les yeux verts d'Aurore brillaient de larmes contenues. « Et ce matin, j'ai vu que vous aviez vendu votre collier, celui que vous disiez ne jamais vouloir quitter. » Solange sentit ses jambes flageoler. Cette gamine trop perspicace avait tout deviné. « Aurore, ma chérie, tu ne comprends pas. »« Si, je comprends. » l'interrompit la jeune fille avec une passion qui surprit Solange. « Cet homme vous fait chanter, il menace votre mari et vous payez pour le protéger, mais vous ne pouvez pas y aller seule. Tu ne peux pas savoir. »« Si, je peux. » Aurore entra dans la maison sans y être invitée, forçant Solange à reculer. « Parce que je sais qui vous êtes vraiment. Je sais que vous avez grandi dans un orphelinat. Je sais que vous avez une sœur que vous cherchez depuis des années. Et je sais aussi que cette sœur, c'est ma mère. » Le monde chavira autour de Solange. Elle s'agrippa au mur pour ne pas tomber, fixant cette adolescente qui venait de faire exploser sa vie d'un coup. Ta mère. Claire Vautrin. Elle travaille dans une bijouterie rue de la République. Elle a grandi à l'orphelinat Sainte-Madeleine. Elle avait une petite sœur qu'elle appelait Soso et qu'elle a vue partir avec une famille quand elle avait 6 ans. Aurore sortit son téléphone et montra à Solange les photos qu'elle lui avait prises à son insu ces derniers mois. « Regardez-vous. Regardez ma mère. Vous avez les mêmes yeux, la même façon de plisser le nez quand vous réfléchissez. » Solange prit le téléphone d'une main tremblante. Sur l'écran, elle voyait une femme d'une beauté fatiguée, aux cheveux châtain clair et aux yeux noisettes. Une femme qui lui ressemblait comme une sœur, littéralement. « Claire, » murmura-t-elle. « Ma grande sœur Claire. Elle vous cherche aussi.
chuchota Aurore, les larmes aux yeux. Elle garde une vieille photo de l'orphelinat dans son portefeuille. Elle regarde toutes les petites filles blondes dans la rue, en espérant vous reconnaître un jour. Solange s'effondra sur le canapé du salon, submergée par l'émotion. Après toutes ces années, après toutes ces recherches infructueuses, sa sœur était là, à Lyon, à quelques kilomètres seulement, et c'était la fille de Claire qui le lui apprenait, cette Aurore qu'elle avait appris à aimer comme sa propre fille, au fil de ces mois passés ensemble. « Pourquoi tu ne m'as rien dit plus tôt ?» demanda-t-elle d'une voix brisée. « Parce que je voulais être sûre, et parce que je savais que vous aviez des problèmes à régler avant de pouvoir être heureuse. » Aurore s'assit à côté d'elle. « Mais maintenant, je ne peux pas vous laisser affronter ce salaud toute seule. Pas quand je sais que ma mère vient enfin de retrouver sa petite sœur. »« Aurore, non, c'est trop dangereux. Lucien il est capable de tout. Si jamais il t'arrivait quelque chose. Et si c'est à vous qu'il arrive quelque chose, rétorqua l'adolescente. Vous croyez que ma mère me le pardonnerait? Vous croyez que je pourrais vivre en sachant que j'aurais pu vous sauver? Solange regarda cette jeune fille courageuse, qui était prête à risquer sa vie pour une femme qu'elle connaissait depuis à peine 6 mois. Dans ses yeux verts, elle reconnut la même détermination farouche qu'elle avait vue dans ceux de Claire sur la photo de l'orphelinat. Les gènes ne mentèrent pas. D'accord, finit-elle par dire. Mais tu restes dans la voiture, et au moindre problème, tu files et tu appelles la police. Promets-le-moi. Promis. 2 heures plus tard, elle roulait sous une pluie battante vers le parking souterrain de la Pardieu. Solange serrait le volant de sa BMW, les articulations blanches, tandis qu'Aurore scrutait les rétroviseurs à la recherche d'éventuels poursuivants. « Il est là », murmura Solange en apercevant la Mercedes noire de Lucien, garée au fond du parking presque désert. Lucien Carrière sortit de sa voiture, une silhouette menaçante dans la pénombre jaunâtre des néons. Même à 50 mètres, Solange pouvait voir qu'il titubait légèrement. Il avait bu, c'était mauvais signe. « Reste ici quoi qu'il arrive », ordonna-t-elle à Aurore, « et garde ton téléphone prêt. » Elle prit le sac de sport sur la banquette arrière et sortit de la voiture, chaque pas résonnant sinistrement dans le silence du parking. Lucien l'attendait, appuyé contre le capot de sa Mercedes. Un sourire mauvais aux lèvres. « Bonsoir Solange, tu as l'argent. Tout y est. 50 000 €, comme convenu. » Elle posa le sac à ses pieds. « Maintenant, donne-moi les documents et disparais de nos vies. »« Oh, mais tu crois vraiment que ça va être si simple ?» Lucien ricana, et l'odeur d'alcool qui émanait de lui confirma les craintes de Solange. « 50 000 €, c'est bien, mais ce n'est qu'un début. Ton mari et moi, on va devenir de très bons amis, des associés, en quelque sorte. »« Non. » Le cri de Solange résonna dans le parking. « Nous avions un accord. J'ai changé d'avis. » Lucien ouvrit le sac et contempla les liasses de billets avec satisfaction. « Tu vois, j'ai réfléchi. Pourquoi me contenter d'une seule fois quand je peux avoir une rente à vie? Votre petite entreprise prospère, votre belle maison, votre vie parfaite, vous pouvez largement vous permettre de partager. Jamais. » La voix de Solange était devenue glaciale. « Je ne te donnerai plus un centime. » « Vraiment ?» Lucien sortit son téléphone et lui montra l'écran. « J'ai le numéro direct du Progrès de Lyon. Tu veux que je les appelle maintenant pour leur parler des petites magouilles d'Adrien Delcourt ?» C'est alors qu'Aurore sortit de la voiture. « Qu'est-ce que... » Lucien plissa les yeux dans la pénombre. « Mais qui c'est cette gamine ?»« Remonte dans la voiture !» hurla Solange. Panique. Mais Aurore continuait d'avancer, son téléphone à la main, filmant ouvertement la scène. « Continuez à parler, monsieur. Expliquez-nous donc vos petites magouilles. »« Petite conne !» ragea Lucien en se dirigeant vers elle. « Donne-moi ce téléphone. Aurore, cours !» Solange se jeta sur Lucien pour l'empêcher d'atteindre l'adolescente, mais l'homme était plus fort et l'alcool décuplait sa violence. Il la repoussa brutalement et elle s'effondra contre sa BMW. « Tu vas me le payer !» gronda-t-il en remontant dans sa Mercedes. « Vous allez tous me le payer. » Il démarra en trombe, les pneus crissant sur le béton humide. Solange, sonnée, essayait de se relever quand elle vit les phares de la Mercedes faire demi-tour et foncer droit sur elle. « Aurore, attention !» Elle eut juste le temps de pousser la jeune fille derrière un pilier de béton avant que Lucien percute violemment sa BMW. Le choc la projeta contre le mur, et sa tête heurta durement la pierre, dans un brouillard de douleur. Elle entendit les pneus de la Mercedes crisser de nouveau, puis le bruit du moteur qui s'éloignait.
Aurore était penchée sur elle, en larmes, son téléphone collé à l'oreille. « Allô, les pompiers, il y a eu un accident. » Solange essaya de parler, mais les mots ne sortaient pas. Sa vision se troublait, et elle sentait un liquide chaud couler le long de sa joue. Du sang. « Aurore, parvint-elle à articuler, dis à ta mère, dis-lui que sa petite sœur, qu'elle l'a toujours aimée. » Non, Solange, restez avec moi. Mais l'obscurité l'engloutissait déjà, emportant avec elle tous les rêves de retrouvailles qu'elle avait nourris pendant tant d'années. Tu aurais dû me le dire. Claire arpentait le salon de leur petit appartement, ses pas résonnant comme des accusations dans le silence tendu. Tu aurais dû me dire que tu la connaissais, qu'elle était vivante, qu'elle me cherchait. Aurore, recroquevillée sur le canapé, essuyait ses larmes d'un revers de manche depuis qu'elle avait avoué sa relation avec Solange la veille au soir. Sa mère oscillait entre la colère et le désespoir, incapable de digérer l'ampleur de ce qu'elle venait de découvrir. « Je voulais vous faire la surprise », murmura l'adolescente. Solange m'avait fait promettre de ne rien dire avant qu'elle ait réglé ses problèmes. Elle voulait que votre première rencontre soit parfaite, pas empoisonnée par ses soucis avec ce Lucien. Parfaite. Claire eut un rire amer. Et maintenant elle est morte. Notre première rencontre, c'est dans un cimetière que ça va se passer. Maman, s'il te plaît. Non. Claire se retourna vers sa fille, les yeux brillants de larmes. Tu ne comprends pas. J'ai passé 23 ans à me dire que j'aurais dû la chercher plus activement. 23 ans à culpabiliser de ne pas avoir été une meilleure grande sœur. Et pendant ce temps, elle était là, dans la même ville. Elle connaissait ma fille. Elle savait où me trouver. Elle vous aimait, s'écria Aurore en se levant du canapé. Elle parlait de vous tout le temps. Elle disait que vous étiez son héroïne, celle qui l'avait protégée à l'orphelinat. Elle gardait une photo de vous dans son portefeuille. Claire s'immobilisa. Quelle photo? Celle de l'orphelinat, la même que vous avez dans votre portefeuille. Aurore fouilla dans son sac et en sortit son téléphone. Elle me l'avait montré en me racontant vos histoires ensemble. Regardez. Sur l'écran, Claire découvrit une photo qu'elle n'avait jamais vue. Solange adulte, assise à la terrasse d'un café, tenant délicatement entre ses doigts cette vieille photo jaunie de l'orphelinat. Son visage rayonnait d'une tendresse infinie en regardant l'image de sa grande sœur enfant. Elle l'avait fait encadrer, chuchota Aurore. Elle disait que c'était son trésor le plus précieux, la preuve que quelqu'un l'avait aimée avant son adoption. Claire sentit ses jambes céder et s'effondra dans le fauteuil en face du canapé. Toutes ces années, sa petite sœur avait gardé cette photo comme elle gardait la sienne. Toutes ces années, elle s'était cherchée en silence, chacune espérant que l'autre n'avait pas oublié. Raconte-moi, dit-elle d'une voix brisée. Raconte-moi tout. Comment vous vous êtes rencontrés? De quoi vous parliez? Comment elle était? Aurore se rassit, soulagée de voir la colère de sa mère céder la place à autre chose. La première fois, c'était en septembre. J'étais chez les Mercier pour garder les jumeaux. Et elle est arrivée avec des cadeaux pour eux. Elle avait cet air, je ne sais pas comment l'expliquer, triste et joyeuse à la fois, comme si elle portait un secret, compléta Claire. Exactement. Elle m'a regardée bizarrement, puis elle m'a demandé mon âge, où j'habitais, si j'avais de la famille. Au début, j'ai cru que c'était de la curiosité normale, mais elle avait l'air désespérée d'obtenir des réponses. Claire ferma les yeux, imaginant sa sœur interrogeant sa fille sans savoir qu'elle était si proche du but. Et après, elle a commencé à venir plus souvent chez les Mercier quand je gardais les enfants. Elle m'apportait des livres, des chocolats. Elle m'aidait avec mes devoirs. Un sourire douloureux étira les lèvres d'Aurore. Elle était douée en maths. Comme vous, elle disait que ça devait être de famille. Elle t'aidait pour tes devoirs. Claire sentit son cœur se serrer. Sa sœur avait fait ce qu'elle-même n'avait plus le temps de faire. Accaparée par son travail et ses soucis financiers, elle me posait beaucoup de questions sur vous, votre travail, votre caractère, si vous étiez heureuse. Au début, je trouvais ça normal. Beaucoup d'adultes s'intéressent aux parents des enfants qu'ils côtoient. Mais avec elle, c'était différent, plus intense. Quand a-t-elle découvert qui j'étais? En novembre, je pense, je lui avais montré des photos de nous sur mon téléphone pour lui faire voir notre voyage à Annecy l'été dernier, quand elle a vu votre visage. Aurore secoua la tête. Je n'oublierai jamais son expression. Elle était devenue toute pâle. Elle tremblait. Elle m'a demandé votre nom complet, votre âge, votre lieu de naissance. Quand je lui ai dit que vous aviez grandi dans un orphelinat à Lyon,
Elle s'est mise à pleurer. Claire imagina la scène et sentit les larmes monter à nouveau. Sa sœur, découvrant que sa nièce était la fille de celle qu'elle cherchait depuis des décennies. « Elle m'a tout raconté ce jour-là », continua Aurore. L'orphelinat, Hélène la cuisinière, sa grande sœur Claire qui la protégeait des autres enfants. Elle m'a montré la photo et j'ai tout de suite reconnu vos yeux. Pourquoi elle n'est pas venue me voir directement? À cause de Lucien, elle disait qu'elle ne pouvait pas vous mettre en danger tant qu'elle n'aurait pas réglé cette histoire de chantage. Elle avait peur qu'il s'en prenne à vous ou à moi pour faire pression sur elle. Et toi, tu n'as jamais eu envie de me le dire. Aurore baissa la tête, honteuse. Si, tout le temps, mais elle m'avait fait promettre. Et puis, j'aimais avoir ce secret avec elle. J'avais l'impression d'avoir enfin une tante, une famille élargie. Depuis la mort de papa, on n'était que toutes les deux, et parfois quoi? Parfois j'avais l'impression de vous perdre aussi. Vous étiez tout le temps fatigué, stressé par l'argent, triste, avec Solange. Je pouvais parler de vous sans vous voir vous effondrer. Elle m'écoutait, elle me comprenait. Claire sentit une douleur nouvelle s'ajouter à toutes les autres. Non seulement elle avait perdu sa sœur, mais elle avait failli perdre sa fille aussi, sans même s'en rendre compte. Ma chérie, pourquoi tu ne m'as jamais dit que tu te sentais seule? Parce que vous aviez déjà assez de problèmes. Aurore leva vers elle des yeux embués. Mais avec Solange, c'était différent. Elle me parlait de son enfance, de ses peurs, de ses rêves. Elle me disait que j'étais forte comme ma mère, courageuse comme ma famille. Elle te parlait de moi. Tout le temps, elle me racontait comment vous l'aidiez à s'endormir quand elle faisait des cauchemars, comment vous partagiez votre pain avec elle quand elle avait encore faim, comment vous l'aviez défendue contre un grand qui voulait lui voler sa poupée. Aurore sourit à travers ses larmes. Elle disait que grâce à vous, elle n'avait jamais douté qu'elle méritait d'être aimée. Claire éclata en sanglots. Toutes ces histoires qu'elle avait oubliées, tous ces gestes d'enfant qu'elle n'avait pas pensé importants. Sa sœur les avait gardés précieusement dans sa mémoire comme des trésors. Elle voulait vous faire une surprise pour Noël. Continua Aurore d'une voix brisée. Elle avait retrouvé d'autres objets de l'orphelinat, des photos de Hélène, des souvenirs de votre enfance ensemble. Elle voulait tout vous rendre pour que vous puissiez reconstruire votre histoire commune. Où sont ces objets maintenant? Dans sa maison, je suppose. Son mari, Adrien, il doit les avoir. Claire se redressa soudain. Il faut qu'on aille le voir, tout de suite. Quoi? Maintenant? Oui, maintenant. Claire était déjà debout, cherchant ses clés. J'ai besoin de voir ses souvenirs. J'ai besoin de comprendre qui elle était devenue. Et puis, elle se tourna vers sa fille. Il faut qu'on lui dise la vérité sur cette nuit, sur ce qui s'est vraiment passé avec Lucien. Maman, je ne suis pas sûre que... Aurore, écoute-moi bien. Claire s'agenouilla devant sa fille et prit ses mains dans les siennes. Solange est morte, en essayant de protéger sa famille, notre famille. Maintenant, c'est à nous de la protéger, elle et sa mémoire. Et pour ça, il faut que toute la vérité éclate. Même si ça veut dire avouer que j'étais là, que j'ai filmé la scène. Surtout ça, Claire serra les mains de sa fille. Cette vidéo, c'est peut-être la seule preuve qu'on ait contre Lucien. Et Adrien a le droit de savoir comment sa femme est vraiment morte. Et pourquoi? Aurore hocha lentement la tête. D'accord, mais... Et s'il nous en veut? S'il dit que c'est ma faute si elle est morte? Il ne dira pas ça, parce qu'il sait, comme moi, que Solange t'aimait et qu'elle n'aurait jamais voulu que tu portes cette culpabilité. Une demi-heure plus tard, elle roulait vers le quartier huppé de Caluire et Cuire, où habitait Adrien Delcourt. Dans le silence de la voiture, Claire réfléchissait à ce qu'elle venait d'apprendre. Sa sœur avait vécu, aimé, construit une vie. Elle avait été heureuse avec son mari, généreuse avec les enfants qu'elle rencontrait, courageuse face aux dangers, et elle était morte en protégeant ceux qu'elle aimait, comme elle l'avait toujours fait. Maintenant, c'était au tour de Claire de se montrer digne de l'héroïne que sa petite sœur avait vue en elle. Il était temps de faire payer Lucien Carrière pour tous ses crimes. La villa d'Adrien Delcourt se dressait dans l'obscurité comme un monument à la douleur. Toutes les lumières étaient éteintes, sauf une faible lueur au premier étage qui filtrait à travers les rideaux tirés. Claire et Aurore restèrent un moment dans la voiture, contemplant cette maison qui avait abrité le bonheur de sa sœur, et qui n'était plus maintenant qu'un mausolée de souvenirs. « Tu es sûre qu'on devrait y aller maintenant ?» chuchota Aurore. « Il est presque minuit. »
Les gens en deuil ne dorment pas, répondit Claire en sortant de la voiture. Et nous avons trop attendu. Elle sonna à la porte d'entrée, le cœur battant. Quelques minutes s'écoulèrent avant qu'elle n'entende des pas traînants dans l'escalier, puis la voix fatiguée d'Adrien derrière la porte. « Qui est là ? C'est Claire Vautrin, la sœur de Solange. J'ai ma fille avec moi. Il faut qu'on parle. » Le silence qui suivit fut si long qu'elle crut qu'il ne leur ouvrirait pas. Puis la serrure claqua et Adrien apparut dans l'encadrement, vêtu d'un pyjama froissé et d'une robe de chambre. Ses cheveux étaient ébouriffés, ses yeux rouges et gonflés. Il tenait à la main une bouteille de whisky à moitié vide. Claire, il cligna des yeux, comme s'il avait du mal à la reconnaître. « Qu'est-ce que vous faites là ? On doit vous dire la vérité, sur la mort de Solange, sur ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là. » Elle désigna Aurore d'un geste. Ma fille n'était avec elle. Le visage d'Adrien changea d'expression. La surprise céda la place à quelque chose de plus sombre, de plus dur. Votre fille, mais elle s'appelle Aurore et elle connaissait Solange depuis des mois. Adrien les fit entrer dans le salon, une pièce élégamment meublée qui portait encore les traces de la présence féminine de Solange, des magazines ouverts sur la table basse, un plaid brodé jeté négligemment sur le canapé, des photos de leur mariage sur la cheminée. Claire sentit sa gorge se serrer en découvrant ce décor intime où sa sœur avait vécu ces dernières années. « Asseyez-vous » marmonna Adrien, en se versant une nouvelle rasade de whisky. « Et expliquez-moi ce que vous entendez par la vérité. La police m'a dit que c'était un accident, que Solange avait perdu le contrôle sous la pluie. C'est ce qu'elle voulait qu'on croie, » intervint Aurore d'une voix tremblante. « Mais moi, j'étais là, j'ai tout vu, j'ai même filmé une partie de la scène. » Adrien manqua de faire tomber son verre. « Tu as filmé ? Filmé quoi ? La rencontre avec Lucien Carrière, le chantage, l'agression ?» Aurore sortit son téléphone d'une main tremblante. « Je peux vous montrer si vous voulez. Mais c'est dur à regarder. Montre-moi. » La voix d'Adrien était devenue glaciale. « Montre-moi tout. » Pendant les 10 minutes qui suivirent, ils regardèrent en silence les images tremblotantes qu'Aurore avait enregistrées dans le parking. On y voyait distinctement Lucien, ivre, exigeant plus d'argent que prévu. On l'entendait menacer de révéler les faux documents aux médias. On assistait à son explosion de rage quand Aurore avait commencé à filmer, puis à la poursuite en voiture qui avait coûté la vie à Solange. Quand la vidéo se termina, Adrien resta figé, les yeux rivés sur l'écran noir. Ses mâchoires étaient si serrées que les muscles de son cou saillaient. « Il l'a tuée », finit-il par articuler. « Ce salaud l'a délibérément tuée, et il est toujours en liberté », ajouta Claire. « La police n'a pas assez de preuves pour l'inculper. Maintenant si. » Adrien se leva brusquement, soudain dégrisé. « Cette vidéo prouve tout, le chantage, l'agression, le meurtre. Il va payer. Je vais m'assurer qu'il paye pour ce qu'il a fait. » Pas tout seul. Claire se leva à son tour. « Nous aussi. On veut justice pour Solange. Elle était ma sœur. Elle comptait pour nous. » Adrien la regarda avec une intensité nouvelle. « Vous savez ce qu'il y a de plus tordu dans cette histoire ? Lucien aussi était à l'orphelinat Sainte-Madeleine. Je l'ai découvert hier en épluchant ses dossiers de ressources humaines. »« Je m'en souviens maintenant, » murmura Claire. Un grand maigre, toujours en colère. Il terrorisait les plus petits. Même Hélène n'arrivait pas à le calmer. Lucien Carrière, 15 ans quand vous en aviez 12, jamais adopté, jamais aimé. Il est sorti de l'orphelinat à 18 ans avec une haine viscérale de tous ceux qui avaient eu plus de chance que lui. Aurore frissonna. Il a reconnu Solange. C'est pour ça qu'il s'en est pris à elle. En partie, oui, mais pas seulement. Adrien se dirigea vers un secrétaire ancien et en sortit un dossier épais. J'ai passé la journée à reconstituer son parcours. Lucien n'a jamais digéré que certains enfants de l'orphelinat s'en sortent mieux que lui. Quand il m'a rencontrée et qu'il a découvert que j'épousais une ancienne pensionnaire de Sainte-Madeleine qui avait réussi sa vie, il a voulu sa revanche, compléta Claire. Détruire ce bonheur qu'il n'avait jamais eu. Exactement. Et le plus pervers, c'est qu'il avait planifié tout ça depuis le début. Quand il est venu travailler pour moi il y a 8 ans, ce n'était pas par hasard. Il m'avait ciblé précisément parce que j'étais mariée à Solange. Adrien ouvrit le dossier et étala des documents sur la table basse. Des photos, des articles de journaux, des copies de contrats,
Regardez ça. Des photos de notre mariage dans les pages Société du Progrès. Lucien les avait découpées et gardées. Des articles sur mes succès d'entrepreneur. Des renseignements sur notre train de vie. Nos voyages, notre maison. Il nous espionnait depuis des années. Claire examina les documents avec horreur. L'obsession de Lucien était évidente dans chaque découpage soigneusement classé, chaque annotation manuscrite dans les marges. Il avait construit sa vengeance méthodiquement, patiemment. « Et Hélène ?» demanda-t-elle soudain. Il était là quand elle est morte dans l'incendie. Le visage d'Adrien se durcit encore. Pas seulement, d'après ce que j'ai pu reconstituer grâce aux archives de l'orphelinat, Lucien était de corvée cuisine cette nuit-là. Il était seul avec Hélène quand le feu s'est déclaré. Vous pensez que... Je ne sais pas, mais c'est une coïncidence troublante. Hélène représentait tout ce qu'il haïssait, la gentillesse, la générosité, l'amour inconditionnel donné aux autres enfants. Et lui, il n'en a jamais eu sa part. Aurore se rapprocha de sa mère, effrayée par ses révélations. Il pourrait s'en prendre à nous maintenant, puisqu'on a la vidéo. Il ne le sait pas encore, la rassura Adrien. Mais effectivement, quand la police l'arrêtera grâce à vos preuves, il comprendra d'où ça vient. Il faudra faire attention. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Demanda Claire. On ne peut pas vivre dans la peur, et on ne peut pas laisser Solange mourir pour rien. Adrien ferma les yeux et resta silencieux un long moment. Quand il les rouvrit, Claire y lut une détermination implacable. On va le coincer, mais pas seulement avec la vidéo. Il faut qu'on découvre tout ce qu'il cache. Ses autres crimes, ses autres victimes. Un homme comme ça ne tue pas qu'une seule fois. Comment on fait ça ? En retournant là où tout a commencé. Il se tourna vers Claire. L'orphelinat Sainte-Madeleine. Il est en ruine maintenant, mais c'est là qu'on trouvera les réponses. C'est là que Lucien a forgé sa haine, et c'est là qu'il faudra l'affronter. Claire sentit un frisson lui parcourir l'échine. Retourner à Sainte-Madeleine, là où elle avait grandi, là où elle avait perdu sa sœur la première fois, là où Hélène était morte dans les flammes. Tous les fantômes de son passé l'y attendaient. Vous avez raison, dit-elle finalement. C'est là que tout doit se terminer. Mais d'abord, il faut qu'on prévienne la police, qu'on leur donne la vidéo d'Aurore, qu'on lance une vraie enquête. D'accord. Demain matin, 1re heure, on va voir les flics. Adrien vida son verre d'un trait. Et après, on règle nos comptes avec Lucien Carrière une bonne fois pour toutes. Dans le silence qui suivit, chacun pensait à ce qui les attendait. La confrontation avec le passé, la révélation de la vérité, la justice pour Solange. Et au bout de ce chemin douloureux, peut-être enfin la paix. Mais avant cela, il leur faudrait affronter la colère d'un homme qui avait passé sa vie à errer et qui n'avait plus rien à perdre. Mademoiselle Vautrin n'est pas venue travailler aujourd'hui. Monsieur Bertrand fronça ses sourcils broussailleux en découvrant la bijouterie encore fermée à 9h du matin. C'est bien la première fois en 15 ans. Il ne pouvait pas savoir que Claire se trouvait en ce moment même dans les locaux de la police judiciaire. Aurore à ses côtés, en train de remettre aux enquêteurs la vidéo qui allait tout changer. Le capitaine Moreau, un homme sec aux tempes grisonnantes, visionnait pour la 3e fois les images tremblantes du parking. « C'est bien Lucien Carrière », confirma-t-il en relevant les yeux vers Adrien. « On le connaît, ce salaud. Plusieurs plaintes pour harcèlement, chantage, coups et blessures, mais jamais rien d'assez solide pour le faire tomber. Et maintenant ?» demanda Claire, la voix tendue par l'espoir et l'angoisse. Maintenant, on tient notre preuve. Tentative d'extorsion de fonds, agression, homicide volontaire. Il va plonger pour un bout de temps. Le capitaine referma le dossier d'un claquement sec. Mais il faut qu'on le trouve d'abord. Il a disparu de son domicile depuis avant-hier. Un frisson glacé parcourut l'échine de Claire. Vous pensez qu'il sait qu'on a la vidéo ? Possible. Ou alors il sent que l'étau se resserre. Moreau se leva, signifiant que l'entretien touchait à sa fin. En tout cas, je vous conseille la prudence. Restez ensemble. Évitez les endroits isolés. On va mettre une surveillance discrète autour de chez vous. Ils quittèrent le commissariat sous un ciel plombé qui menaçait de déverser sa colère sur Lyon. Aurore n'avait pas dit un mot depuis qu'elle avait témoigné, le poids de ses révélations pesant sur ses jeunes épaules. Claire passa un bras protecteur autour de sa fille, tandis qu'Adrien scrutait les alentours avec méfiance. « Il faut qu'on retourne chez moi, » dit-il. « J'ai d'autres documents sur Lucien, des choses que je n'ai pas osé montrer à la police. »« Quel genre de choses ?» demanda Claire. « Des preuves que ses malversations dans l'entreprise étaient bien plus importantes que ce que je pensais, et surtout, il hésita,
des indices qui suggèrent que la mort d'Hélène n'était peut-être pas accidentelle. Le trajet jusqu'à Caluire se déroula dans un silence tendu. Chacun était plongé dans ses pensées, ressassant les événements des dernières heures. Claire ne cessait de jeter des coups d'œil dans le rétroviseur, s'attendant à voir la Mercedes noire de Lucien surgir derrière eux. Quand ils arrivèrent devant la villa, quelque chose clochait. La porte d'entrée était entr'ouverte, battant doucement dans le vent qui se levait. « Je l'avais fermée à clé », murmura Adrien, la main crispée sur son téléphone. « J'en suis certain. On appelle les flics », chuchota Aurore. « Non !» La voix de Claire était devenue dure. « On entre. S'il est là, autant en finir maintenant. » Ils pénétrèrent dans la maison avec précaution. Le salon avait été saccagé, les tiroirs du secrétaire étaient ouverts, leur contenu éparpillé sur le sol, les coussins du canapé avaient été éventrés, les cadres photos brisés, une odeur âcre flottait dans l'air, mélange d'alcool et de haine. « Les salauds !» ragea Adrien en découvrant l'ampleur des dégâts. Ils cherchaient quoi ? « Ça !» répondit une voix glaciale derrière eux. Ils se retournèrent d'un bloc. Lucien Carrière se tenait dans l'embrasure de la porte-fenêtre donnant sur le jardin, un pistolet à la main. Il avait vieilli de 10 ans en une semaine, ses cheveux gris étaient ébouriffés, ses vêtements froissés, mais ses yeux brûlaient d'une rage froide qui glaça le sang de Claire. « Lucien !» Adrien fit un pas en avant, mais l'arme se braqua immédiatement sur lui. « Recule, connard !» cracha Lucien. « Tu crois que je ne sais pas ce que vous manigancez ? Vous pensez que je suis assez con pour pas comprendre que la petite pute a tout filmé. »« Ne parlez pas d'Aurore comme ça !» explosa Claire. « Ah, la grande sœur !» Lucien eut un rire mauvais. La courageuse Claire qui protégeait les plus faibles à l'orphelinat. « Tu te souviens de moi, Claire ? Je me souviens d'un gamin malheureux qui faisait du mal aux autres parce qu'il souffrait. Tom malheureux. » Le pistolet trembla dans la main de Lucien. « Tu n'as aucune idée de ce que c'était. Vous, avec votre petite Solange si mignonne, si adorable, et Hélène qui vous choyait comme ses propres filles. Moi, qu'est-ce que j'avais ? Rien, personne. Ce n'était pas notre faute. Bien sûr que si. » Il cria maintenant, postillonnant de rage. « Tout était pour vous. L'attention, l'affection, les adoptions. Et moi, j'étais invisible. Le grand méchant qu'on évitait, qu'on craignait. » Aurore se rapprocha imperceptiblement de sa mère, terrifiée par la folie qu'elle lisait dans les yeux de cet homme. Adrien, lui, cherchait une opportunité de bondir. Mais Lucien était trop loin et trop sur ses gardes. « Vous voulez savoir la vérité sur Hélène ?» continua Lucien avec un sourire mauvais. « Elle m'avait surpris en train de voler dans la cuisine. Elle allait me dénoncer, me faire virer de l'orphelinat. Alors j'ai renversé la lampe à pétrole. Un petit accident. Non. » Claire porta une main à sa bouche. Horrifiée ? Oh si. Et le plus beau, c'est qu'elle m'a protégée jusqu'à la fin. Quand les flammes l'ont encerclée, elle m'a poussée vers la sortie. La conne a préféré mourir plutôt que de laisser brûler le petit monstre que j'étais. Vous êtes un malade, souffla Adrien. Je suis un survivant, rugit Lucien. Et maintenant, c'est votre tour de payer. Vous allez crever tous les trois. Et avec vous, tous les secrets qui pourraient me nuire. La police sait déjà tout, mentit Claire. La vidéo d'Aurore, vos malversations, la mort d'Hélène, nous tuer ne changera rien. Peut-être, mais ça me fera du bien. Il leva son arme, visant Claire en premier. C'est à ce moment qu'Aurore fit quelque chose d'inattendu. Au lieu de se cacher derrière sa mère, elle fit un pas en avant. « Attendez !» cria-t-elle. « Je sais où sont cachés les autres documents, ceux qui peuvent vraiment vous innocenter. » Lucien hésita, intrigué malgré lui. « De quoi tu parles ? Solange m'avait dit qu'elle gardait des preuves contre vous. Une assurance ? Au cas où vous ne respecteriez pas votre parole, elle les a cachées dans un endroit que vous ne trouverez jamais sans moi. Tu mens ? Non. Elle savait que vous étiez dangereux. Elle a tout prévu. » Aurore parlait vite, désespérément. « Si vous nous tuez, ces preuves ressurgiront automatiquement. Mais si vous nous laissez partir, je peux vous dire où elles sont. » Claire comprit le stratagème de sa fille et enchaîna immédiatement. « Elle a raison. Solange n'était pas idiote. Elle avait préparé sa protection. » « Où ?» La voix de Lucien était devenue âpre. « Où elle les a cachés. »« À l'orphelinat. » mentit Aurore avec un aplomb qui surprit même sa mère. « Dans les ruines de Sainte-Madeleine. » Elle disait que c'était symbolique.
que c'était là que tout avait commencé et que c'était là que tout devait finir. Le visage de Lucien changea d'expression. Une lueur inquiétante passa dans ses yeux, mélange de peur et de fascination malsaine. « Sainte Madeleine » murmura-t-il. Bien sûr, cette salope avait toujours eu le sens du théâtre. « Alors on y va » dit Claire d'une voix ferme. « Tous ensemble, vous récupérez vos documents, et nous, on récupère notre liberté. Vous me prenez pour un con. Dès qu'on sera là-bas, vous essaierez de vous échapper. »« Et on irions où » répliqua Adrien. « L'orphelinat est isolé, entouré de terrains vagues. Vous aurez tout le temps de nous rattraper si on tente quoi que ce soit. » Lucien réfléchit, pesant le pour et le contre. L'idée de retourner sur les lieux de son crime originel semblait l'exciter autant qu'elle l'inquiétait. « D'accord, » finit-il par dire, « mais à la moindre entourloupe, je vous descends tous les trois, et on commence par la gamine. »« Entendu » acquiesça Claire, priant pour que son plan désespéré fonctionne. Car elle avait menti. Il n'y avait aucun document caché à l'orphelinat, mais c'était effectivement là que tout devait finir, là où Hélène était morte, là où leur vie avait basculé, là où Lucien avait forgé sa haine, et avec un peu de chance, là où la justice de Solange serait enfin rendue. Le trajet jusqu'à l'orphelinat Sainte-Madeleine se déroula dans un silence de mort. Lucien avait exigé qu'il prenne sa Mercedes, lui au volant, son pistolet posé sur ses cuisses, Claire à ses côtés et Adrien avec Aurore à l'arrière. La pluie s'était mise à tomber, transformant le paysage urbain en aquarelle floue derrière les vitres embuées. Claire reconnut le chemin qu'elle avait emprunté tant de fois enfant, quand les bonnes sœurs les emmenaient se promener le dimanche. Mais Lyon avait changé. Des immeubles modernes avaient poussé là où s'étendaient autrefois des champs. Des centres commerciaux avaient remplacé les petits villages de banlieue. Seule la route étroite qui menait à l'orphelinat était restée identique, bordée de peupliers centenaires dont les branches nues griffaient le ciel plombé. « Ça n'a pas changé », murmura Lucien, plus pour lui-même que pour ses otages. Toujours aussi sinistre. Ils dépassèrent le portail rouillé, qui avait autrefois marqué l'entrée de la propriété. Les grilles pendaient de travers, arrachées de leurs gonds par des années de vandalismes et d'intempéries. Au-delà s'étendait un terrain vague, envahi par les ronces, au centre duquel se dressaient les ruines noircies de l'orphelinat. Lucien gara la voiture devant les vestiges du bâtiment principal. Il ne restait que les murs de pierre, éventrés par l'incendie de 1992, et quelques pans de toiture effondrés qui créaient des ombres inquiétantes dans la lumière grise de cette fin d'après-midi. « On y est », annonça-t-il en coupant le moteur. « Votre petit théâtre de souvenirs ». Claire sentit sa gorge se serrer en découvrant l'état de délabrement du lieu qui avait abrité son enfance. Des graffitis couvraient les murs encore debout, des détritus jonchaient ce qui avait été autrefois la cour de récréation. La nature avait repris ses droits, transformant les anciennes salles de classe en jungle urbaine. Alors, Lucien braqua son arme sur Aurore. Où sont ces fameux documents ? Aurore regarda autour d'elle, cherchant désespérément une inspiration. Elle n'était jamais venue ici, ne connaissait pas les lieux, mais quelque chose dans l'expression de sa mère lui donna une idée. Dans l'ancienne cuisine, dit-elle d'une voix qu'elle espérait convaincante. Solange m'avait dit que c'était là que tout avait commencé pour vous deux, qu'elle avait caché les preuves dans l'ancienne cachette d'Hélène. Le visage de Lucien se crispa. La cuisine, bien sûr, cette salope avait vraiment le sens du symbole. Il les fit sortir de la voiture sous la pluie qui redoublait d'intensité. L'eau ruisselait dans les ruines, créant des flaques boueuses qui reflétèrent le ciel orageux. Leurs pas résonnaient sinistrement sur les gravats qui craquaient sous leurs semelles. « Par là », indiqua Claire, en reconnaissant malgré les dégâts la disposition des lieux. La cuisine était au fond du couloir principal. Ils progressèrent lentement entre les décombres. Lucien fermant la marche, son arme pointée sur eux. L'odeur de moisie et de cendres froides imprégnait l'air, mélangée aux effluves de végétation pourrissante. De temps en temps, un rat filait entre leurs pieds, les faisant sursauter. « Putain, ce que ça pue !» grogna Lucien. 30 ans après, on sent encore la fumée. « C'est l'odeur de vos crimes », répliqua Claire sans se retourner. « Ferme-la. » Ils atteignirent enfin ce qui avait été autrefois la cuisine d'Hélène. Il ne restait qu'un amas de poutres calcinées et de pierres noircies. Au centre, on devinait encore l'emplacement de l'ancien fourneau, maintenant réduit à un bloc de métal tordu et rouillé. C'était là qu'Hélène préparait ses petits plats réconfortants.
là qu'elle consolait les chagrins d'enfants avec des biscuits maison et des mots doux, et c'était là qu'elle était morte, seule, dans les flammes allumées par la main d'un enfant qu'elle avait aimé malgré tout. Alors, la voix de Lucien était devenue hystérique. Où sont ces putains de documents? Aurore regarda sa mère. Panique. Elles avaient regagné du temps en venant ici, mais maintenant, que faire quand Lucien découvrirait qu'il n'y avait rien à trouver? Là, dit soudain Adrien, en désignant un angle de la pièce où s'amoncelaient des gravats. Sous ces pierres, il y avait une cachette secrète qu'Hélène utilisait pour ses économies. Lucien s'approcha, méfiant mais intrigué. « Tu mens ?»« Non. » Adrien soutint son regard. Solange m'en avait parlé. Hélène gardait là ses petites économies, celles qu'elle utilisait pour acheter des friandises aux enfants. Si votre femme voulait cacher quelque chose symboliquement, c'est effectivement là qu'elle l'aurait mis. « Écartez ces pierres, » ordonna Lucien. « Tous, et que ça saute. » Ils s'agenouillèrent dans la boue et commencèrent à déblayer les gravats avec leurs mains nues. La pluie redoublait, transformant la poussière en une pâte grisâtre qui collait à leurs vêtements. Claire sentait l'angoisse monter en elle. Que se passerait-il quand ils auraient tout fouillé sans rien trouver? Lucien était au bord de la crise de nerfs. Il était capable de tous les tuer sur un coup de tête. « Plus vite !» rugit-il. « Je sais que vous essayez de gagner du temps. »« Du temps pourquoi ?» haleta Adrien en soulevant une lourde poutre. « On est au milieu de nulle part. Personne ne sait qu'on est ici. » C'est alors qu'Aurore remarqua quelque chose. Une petite boîte métallique, rouillée par les ans, coincée sous un amas de briques. Son cœur fit un bond. Y aurait-il vraiment quelque chose? « Là !» cria-t-elle. « Il y a une boîte. » Ils dégagèrent fébrilement l'objet. C'était effectivement une vieille boîte à biscuits, déformée par la chaleur de l'incendie mais encore fermée. Lucien la leur arracha des mains et l'ouvrit avec des gestes fébriles. À l'intérieur, il n'y avait que quelques pièces de monnaie noircies et une photo jaunie, la photo de tous les enfants de l'orphelinat, prise devant le bâtiment encore intact. On y voyait Hélène au centre, souriante, entourée de ses protégés, Claire enfant, Solange petite fille, et au fond, en retrait, un Lucien adolescent au regard sombre. « C'est tout !» explosa-t-il. « C'est tout ce qu'il y a. » « Les documents ne sont peut-être pas là, » bafouilla Aurore. « Peut-être qu'elle les a cachés ailleurs. »« Tu m'as menti. » Lucien braqua son pistolet sur elle. « Il n'y a jamais eu de documents. »« Vous m'avez amené ici pour rien. »« Attendez. » Claire se dressa entre lui et sa fille. « Réfléchissez. Pourquoi on aurait pris le risque de venir ici si on n'avait rien à gagner? Pour gagner du temps. Pour que vos amis flics nous retrouvent. Il était maintenant en pleine crise de paranoïa. Mais je vais vous tuer tous avant qu'ils arrivent. Et je commencerai par la petite. » Il arma son pistolet. Le déclic résonna sinistrement dans les ruines. Aurore ferma les yeux, se préparant au pire. Claire poussa un cri de désespoir. C'est à ce moment que quelque chose d'inattendu se produisit. La vieille photo dans la main de Lucien se mit à trembler. Il la regardait fixement, et son visage changeait d'expression. La rage cédait la place à autre chose. De la tristesse, du regret. « Hélène » murmura-t-il. « Putain, Hélène, pourquoi tu m'as sauvée cette nuit-là? Pourquoi tu ne m'as pas laissé crever dans les flammes? » « Parce qu'elle vous aimait, » dit doucement Claire. « Malgré tout ce que vous aviez fait, malgré votre violence, votre méchanceté, elle vous aimait comme elle nous aimait tous. » Non. Lucien secoua la tête, mais des larmes coulaient maintenant sur ses joues. Elle me détestait. Tout le monde me détestait. J'étais le monstre, le paria. « Vous étiez un enfant blessé, » continua Claire d'une voix apaisante. Un enfant qui avait mal et qui faisait mal aux autres pour ne plus être le seul à souffrir. Hélène le savait. C'est pour ça qu'elle n'a jamais renoncé à vous. Mais moi, je l'ai tuée. Il sanglotait maintenant. J'ai tué la seule personne qui vous aimait malgré tout, termina Adrien. Et depuis, vous passez votre vie à essayer de justifier ce crime en détruisant le bonheur des autres. Lucien s'effondra sur ses genoux dans la boue, le pistolet pendant au bout de son bras. 30 ans de haine, de culpabilité et de douleur refoulée explosaient enfin. Il n'était plus le prédateur dangereux qui les avait amenés ici. Il était redevenu ce qu'il avait toujours été au fond. Un enfant perdu qui pleurait sa mère adoptive. « Je ne voulais pas, » gémit-il. « Je ne voulais pas qu'elle meure. Je voulais juste... »
Juste qu'on s'occupe de moi. » Claire s'approcha lentement, prudemment. « Il n'est pas trop tard, Lucien. Vous pouvez encore réparer, rendre justice à Hélène. À Solange, à tous ceux que vous avez fait souffrir. » Il leva vers elle des yeux noyés de larmes. « Comment je peux réparer ça ?» En disant la vérité, toute la vérité. Dans le silence qui suivit, on n'entendait plus que le bruit de la pluie sur les ruines et les sanglots étouffés de Lucien. Au loin, très loin, résonnaient les sirènes de la police qui se rapprochaient. Le piège s'était refermé, mais pas comme il l'avait prévu. Et peut-être que cette fois, justice serait enfin rendue. Les sirènes se rapprochaient inexorablement, leurs hurlements stridents déchirant le silence pesant qui s'était abattu sur les ruines. Lucien était toujours agenouillé dans la boue, le pistolet désormais inoffensif dans sa main tremblante. Les larmes se mêlant à la pluie sur son visage ravagé, Claire, Adrien et Aurore l'entouraient, dans un étrange tableau de réconciliation impossible. « Comment ils nous ont trouvés ?» murmura Aurore, encore sous le choc de ce qu'elle venait de vivre. « Le GPS de la voiture », répondit Adrien. « Toutes les Mercedes récentes en sont équipées, et je parie que le capitaine Moreau a eu la même idée que nous. » Quelle idée? Que tout finirait ici, là où tout a commencé. Effectivement, 3 voitures de police débouchèrent en trombe sur le terrain vague, suivies d'une ambulance et du fourgon du GIGN. Les gyrophares bleus et rouges transformaient les ruines en décors surréalistes. Comme une scène de théâtre éclairée par des projecteurs colorés, « Lâchez votre arme !» cria une voix dans un porte-voix. « Nous avons cerné le périmètre. » Lucien regarda le pistolet dans sa main comme s'il le découvrait. Lentement, presque avec soulagement, il le posa sur le sol détrempé et leva les mains en l'air. Claire fit de même, imitée par Adrien et Aurore. Il fallait éviter tout malentendu qui pourrait dégénérer. « Ne tirez pas !» hurla Adrien. « Nous sommes les victimes. » L'homme au sol s'est rendu. Le capitaine Moreau apparut le premier, son arme de service au poing, flanqué de 2 policiers en tenue. Derrière eux, les membres du GIGN progressaient avec la précision militaire qui les caractérisait, leurs fusils d'assaut balayant méthodiquement les ruines. « Claire Vautrin !» appela Moreau en s'approchant prudemment. « Vous allez bien ? Personne n'est blessé. »« Ça va » répondit-elle. « Mais il faut une ambulance pour Lucien. Il a craqué. » Moreau jeta un regard circonspect à l'homme effondré dans la boue. Lucien Carrière, le redoutable chanteur qui avait terrorisé tant de gens, n'était plus qu'une loque humaine secouée de sanglots. Les policiers l'entourèrent avec précaution, mais il ne résista pas quand ils lui passèrent les menottes. Il a avoué, dit Claire d'une voix étranglée. Pour Hélène, pour Solange, pour tout, il a dit qu'il voulait réparer. On verra ça au commissariat, répliqua sèchement Moreau. En attendant, vous 3, vous venez avec nous pour témoigner, et cette fois, j'espère que vous me direz toute la vérité. Pendant qu'on emmenait Lucien vers l'ambulance, Claire s'attarda un instant dans les ruines de la cuisine. Elle ramassa la vieille photo qu'il avait laissée tomber et l'essuya délicatement. Hélène souriait toujours, entourée de ses enfants perdus. Même Lucien, au fond, même avec son air renfrogné, faisait partie de cette famille de fortune. « Au revoir, Hélène », chuchota-t-elle. « J'espère que maintenant, tu peux enfin reposer en paix. » 6 heures plus tard, ils sortaient enfin du commissariat. La nuit était tombée sur Lyon, mais la pluie avait cessé, et les premiers réverbères s'allumaient dans les rues encore humides. Lucien avait tout avoué dans les moindres détails, libérant des décennies de culpabilité refoulée, l'incendie volontaire, les chantages, l'assassinat de Solange, mais aussi d'autres crimes dont la police ne soupçonnait pas l'existence, d'autres victimes, d'autres vies brisées par sa soif de revanche contre un monde qui ne l'avait jamais aimé. Il va prendre perpète, annonça le capitaine Moreau en les raccompagnant jusqu'à la sortie. Avec tout ce qu'il a sur la conscience, il ne remettra jamais les pieds dehors. Tant mieux, marmonna Adrien. Ma femme peut enfin reposer en paix. Et les documents compromettants ? Demanda Claire. Ceux que Lucien utilisait pour faire chanter Solange ? On les a trouvés chez lui, effectivement. Il y avait des signatures douteuses, mais nos experts confirment que vous ne pouviez pas savoir que les documents étaient de falsifiés. Monsieur Delcourt, vous étiez jeune, inexpérimenté, manipulé par un homme plus âgé. Le procureur a décidé de ne pas donner suite pour votre cas. Adrien ferma les yeux, submergé par le soulagement. Merci, Solange serait...
Elle serait heureuse de savoir que tout ça n'aura pas été vain. Il y a autre chose, continua Moreau. Lucien nous a parlé d'un trésor qu'il avait constitué au fil des ans, de l'argent, des bijoux, des œuvres d'art. Tout ce qu'il avait volé ou extorqué pendant sa carrière de maître chanteur, ça représente plusieurs millions d'euros. Ok alors, demanda Aurore. Alors, légalement, ces biens doivent être restitués aux victimes ou à leurs ayants droit, dans le cas de votre sœur, Madame Vautrin, c'est son époux qui hérite, et dans le cas d'Hélène Marceau, Hélène n'avait pas de famille, l'interrompit Claire. Nous étions sa famille, tous les enfants de l'orphelinat. Justement, nous avons retrouvé un testament holographe d'Hélène dans les archives de Sainte-Madeleine. Elle léguait ses modestes biens aux enfants qu'elle avait aimés comme ses propres fils et filles. Vous en faisiez partie, Madame Vautrin. Claire sentit ses jambes vaciller. Qu'est-ce que ça veut dire? Que vous héritez d'une part de ce que Lucien avait volé, et que vous allez pouvoir réaliser le rêve d'Hélène. Quel rêve? Reconstruire l'orphelinat? En faire un centre d'accueil pour enfants en difficulté? Nous avons trouvé des lettres d'elle, où elle expliquait son projet. Elle voulait créer un endroit où aucun enfant ne se sentirait jamais abandonné ou rejeté. Un endroit où même les petits monstres comme Lucien pourraient trouver l'amour dont ils ont besoin. Claire éclata en sanglots. Après toutes ces années de galères, de petits boulots et de fins de mois difficiles, la vie lui offrait enfin une chance de donner un sens à sa propre souffrance. Elle pourrait honorer la mémoire d'Hélène, de Solange, et peut-être sauver d'autres enfants du destin tragique de Lucien. Je le ferai, promit-elle d'une voix brisée par l'émotion. Je reconstruirai Sainte-Madeleine, et cette fois, aucun enfant n'en sortira avec de la haine dans le cœur. 2 heures plus tard, ils étaient assis tous les 3 dans le petit appartement de Claire. Devant un dîner improvisé d'œufs brouillés et de pain grillé, l'atmosphère était étrange, mélange de soulagement et de mélancolie. La justice avait été rendue, mais à quel prix? Solange et Hélène étaient mortes, et rien ne les ramènerait jamais. Au fait, dit soudain Aurore, j'ai quelque chose à vous montrer. Elle disparut dans sa chambre et revint avec une petite boîte qu'elle posa sur la table. Solange me l'avait donnée la dernière fois qu'on s'est vus. Elle m'avait dit de vous la remettre si jamais il lui arrivait quelque chose. Claire ouvrit la boîte avec des gestes tremblants. À l'intérieur, elle découvrit un pendentif en forme de cœur, très simple, gravé de 2 initiales entrelacées, C et S, Claire et Solange. Elle l'avait fait faire spécialement, expliqua Aurore. Elle disait que même si vous ne vous étiez jamais retrouvés, vos cœurs étaient restés liés pour toujours. Claire porta le pendentif à ses lèvres et le baisa tendrement. Sa petite sœur avait pensé à elle jusqu'au bout. Malgré le danger, malgré la peur, elle avait préparé ce cadeau d'adieu. Il y a autre chose, continua Aurore en sortant une enveloppe de la boîte. Une lettre, pour vous. Avec des mains qui tremblaient, Claire déplia la feuille de papier. L'écriture était fine, élégante, reconnaissable entre mille, ma Claire chérie. Si tu lis cette lettre, c'est que le pire est arrivé et que je n'ai pas pu tenir ma promesse de venir te retrouver. J'espère que tu me pardonneras ce silence de tant d'années. J'espère surtout que tu comprendras que chaque jour passé loin de toi a été un déchirement. Aurore t'a sûrement dit combien je t'aimais, combien j'étais fière de la femme extraordinaire que tu es devenue. Mais il faut que tu saches autre chose. Tu n'as jamais cessé d'être ma grande sœur, dans mes moments les plus difficiles. Je fermais les yeux et je me souvenais de tes berceuses, de tes câlins quand j'avais peur, de ta façon de me protéger contre tout et contre tous. Grâce à toi, j'ai toujours su que j'étais aimée. Grâce à toi, j'ai pu aimer à mon tour. Adrien, Aurore, tous ceux qui ont croisé ma route. Ils ont reçu un peu de l'amour que tu m'avais donné à l'orphelinat. Maintenant, c'est ton tour d'être heureuse. Prends soin d'Aurore. Elle est extraordinaire. Prends soin d'Adrien. Il a besoin d'une famille. Et surtout, prends soin de toi. Je t'aime, ma grande sœur. Pour toujours, ta petite Soso. Claire termina la lecture dans un déluge de larmes, serrant la lettre contre son cœur. Adrien et Aurore l'entouraient de leurs bras, partageant sa peine et sa joie mélangées. Pour la première fois depuis la mort de Philippe, Claire ne se sentait plus seule. Elle avait retrouvé sa sœur, même si c'était trop tard. Elle avait trouvé une nouvelle famille, même si elle s'était constituée dans la douleur. Et elle avait trouvé une mission, celle de perpétuer la mémoire de ceux qu'elle avait aimés, dehors. Lyon s'endormait doucement. Demain,
Une nouvelle vie commencerait pour eux tous. Une vie où Solange et Hélène ne seraient pas oubliées, où leur amour continuerait de briller à travers ceux qui les avaient aimés. Et dans son cœur, Claire entendait déjà les rires des enfants qui viendraient peupler le nouveau Sainte-Madeleine. Des rires de joie, d'espoir et d'amour. Pas de haine, plus jamais de haine. 1 an plus tard, le soleil de juin caressait doucement les pierres claires du nouveau centre Sainte-Madeleine, transformant les façades fraîchement construites en écrins de lumière dorée. Claire ajustait nerveusement sa robe ivoire devant le grand miroir de ce qui avait été autrefois la chambre d'Hélène. Maintenant transformée en bureau directorial, par la fenêtre, elle apercevait les invités qui se rassemblaient dans les jardins paysagers, là où s'étendaient jadis les ruines calcinées de son enfance. « Maman, tu es magnifique », murmura Aurore en entrant dans la pièce. À 17 ans, la jeune fille avait gagné en maturité et en assurance. Les événements tragiques de l'année précédente l'avaient transformée, lui donnant cette gravité sereine qu'on trouve parfois chez ceux qui ont frôlé le pire et choisi d'en tirer le meilleur. Tu crois que Solange aurait approuvé? Claire désignait la robe simple qu'elle avait choisie pour cette journée si particulière, elle qui était toujours si élégante. Elle aurait adoré. Aurore passa derrière sa mère et l'aida à attacher le collier que Solange lui avait légué dans sa lettre. Et elle aurait été fière de voir ce que vous avez construit ensemble, Adrien et toi. Claire sourit en pensant à l'homme qu'elle s'apprêtait à épouser. Adrien avait tenu parole. Après avoir été blanchi par la justice, il avait liquidé son entreprise de construction et investi tous ses biens dans la reconstruction de l'orphelinat. Ensemble, ils avaient conçu un centre d'accueil révolutionnaire où les enfants en difficulté pouvaient grandir dans un environnement chaleureux et sécurisant. Les premiers pensionnaires arrivent à la semaine prochaine, dit Claire en regardant par la fenêtre les bâtiments flambant neufs. 12 enfants pour commencer, dont 2 frères qu'on refuse de séparer. Comme Solange et toi auriez dû l'être. Exactement. Plus jamais ça. Plus jamais d'enfant qui se sentira abandonné ou rejeté ici. Un coup discret à la porte interrompit leur conversation. Adrien apparut, élégant dans son costume gris perle, tenant à la main un petit bouquet de roses blanches et de lavande. « On peut entrer ?» demanda-t-il avec ce sourire tendre qu'il avait développé au fil des mois. « J'ai quelques invités qui aimeraient te voir avant la cérémonie. » Des invités, des amis, de très vieux amis. Il s'effaça pour laisser passer 3 personnes âgées, que Claire mit quelques secondes à reconnaître. Puis son visage s'illumina. Sœur Marguerite, sœur Agnès et, mon Dieu, docteur Lemoine. Les 3 anciens de Sainte-Madeleine s'avancèrent avec émotion. Sœur Marguerite, aujourd'hui nonagénaire mais toujours alerte, prit Claire dans ses bras avec la tendresse d'une grand-mère. « Ma petite Claire, quand on a appris ce que tu avais fait, ce que vous aviez construit, Hélène aurait été si fière de toi. Comment vous avez... » balbutia Claire, submergée par l'émotion. « Adrien nous a retrouvés », expliqua le docteur Lemoine, l'ancien médecin de l'orphelinat. « Il tenait à ce que nous soyons présents pour ce grand jour. Après tout, nous sommes ta famille, non, plus que ça, » ajouta sœur Agnès en sortant un petit paquet de son sac. « Nous t'apportons quelque chose qui t'appartient de droit. » Claire déballa le paquet avec précaution. À l'intérieur, elle découvrit une vieille boîte en bois sculptée qu'elle reconnut immédiatement. Le coffret personnel d'Hélène, celui où elle rangeait ses souvenirs les plus précieux. « On l'avait sauvée de l'incendie », expliqua sœur Marguerite. On s'était dit qu'un jour, peut-être, Claire ouvrit délicatement le coffret. Il contenait des dizaines de photos d'enfants, des lettres, des petits objets offerts par ses protégés au fil des années, et tout au fond, une enveloppe jaunâtre portant son nom d'une écriture familière. Une dernière lettre d'Hélène. Elle l'avait écrite juste avant sa mort, pour toi spécialement. Elle pressentait que quelque chose de grave allait arriver. Avec des mains tremblantes, Claire déplia la feuille de papier. « Ma chère Claire, si tu lis ces mots, c'est que j'ai rejoint le bon Dieu et que tu es devenue la belle femme que je savais que tu deviendrais. J'espère que tu as retrouvé ta petite Solange. J'espère surtout que vous avez pu être heureuses ensemble. Je voulais te dire quelque chose d'important avant de partir. Tu n'étais pas seulement une pensionnaire de Sainte-Madeleine pour moi, tu étais la fille que je n'ai jamais eue, celle qui illuminait mes journées par ses sourires et ses câlins. Grâce à toi, j'ai compris ce que signifiait être mère. Dans ce coffret, tu trouveras tous mes souvenirs, mais surtout, au fond, tu trouveras autre chose. Quelque chose qui pourra peut-être t'aider un jour à aider d'autres enfants comme Lucien.
Car oui, ma chérie, même lui mérite d'être sauvé. Je t'aime, ma grande. Pour toujours. Hélène. Claire fouilla au fond du coffret et découvrit effectivement quelque chose qu'elle n'avait pas vu. Un petit carnet relié de cuir rouge. Elle l'ouvrit et découvrit des dizaines de notes manuscrites d'Hélène sur chaque enfant qu'elle avait connu. Leurs peurs, leurs rêves, leurs blessures. Et pour chacun, des suggestions pour les aider, les consoler, les guérir, y compris Lucien. Même pour lui, Hélène avait noté ses observations bienveillantes, ses idées pour l'aider à surmonter sa colère et sa douleur. Elle ne l'avait jamais abandonné, murmura Claire en lisant les notes sur Lucien. Même après tout ce qu'il avait fait, c'était Hélène, sourit sœur Marguerite. Elle voyait le bon en chacun, même dans les cœurs les plus abîmés. 1 heure plus tard, la cérémonie commençait dans les jardins du centre. Claire descendit l'allée de gravier blanc au bras d'Aurore, suivie par les religieuses et les anciens de l'orphelinat. Adrien l'attendait près de l'autel improvisé, installé exactement là où s'élevait autrefois la cuisine d'Hélène. Le maire de Lyon les maria avec des mots simples et chaleureux, parlant d'amour né de la tragédie, de familles reconstituées dans la douleur, d'espoir renaissant des cendres du passé, quand ils échangèrent les alliances, celle de Solange, transformée par Claire en symbole de leur union nouvelle. Il n'y eut pas un œil sec dans l'assistance. « Vous pouvez embrasser la mariée », annonça le maire avec un sourire. Adrien prit Claire dans ses bras et l'embrassa tendrement, sous les applaudissements de leurs invités et les rires joyeux des premiers enfants du centre qui étaient venus assister à la cérémonie en avant-première. Plus tard, quand la fête battait son plein et que les invités dégustèrent le champagne sur les terrasses fleuries, Claire s'éclipsa quelques minutes. Elle se rendit au petit cimetière attenant au centre, là où reposaient désormais Hélène et Solange, réunies pour l'éternité sous une stèle de marbre blanc. « Voilà », dit-elle, en s'agenouillant devant leur tombe. « C'est fait. On a reconstruit Sainte-Madeleine. Et cette fois, ce sera un endroit d'amour, pas de souffrance. » Elle déposa 2 roses blanches sur chaque tombe, puis sortit de son sac le petit carnet d'Hélène. « J'ai trouvé tes notes sur Lucien, » continua-t-elle en s'adressant à Hélène. « Tu avais raison. Il méritait d'être sauvé. Il mérite encore de l'être. Je vais lui envoyer ce carnet en prison. Peut-être que ça l'aidera à se reconstruire. » Un souffle de vent fit danser les branches des tilleuls plantés autour du cimetière, comme un soupir d'approbation. « Et toi, Solange ?» dit-elle en se tournant vers l'autre tombe. « J'espère que tu approuves mon choix. Adrien est un homme bien. Il prendra soin d'Aurore et moi comme tu aurais voulu qu'il le fasse. Et nous prendrons soin de lui aussi. » Elle resta encore quelques minutes en silence, écoutant les rires et la musique qui montèrent de la réception. Puis elle se releva, épousseta sa robe et retourna vers les vivants. Quand elle rejoignit la fête, elle trouva Adrien et Aurore en grande conversation avec un groupe d'enfants du quartier venus voir le nouveau centre. L'un d'eux, un petit garçon brun aux yeux tristes, se tenait à l'écart, observant la joie des autres, avec cette méfiance qu'elle connaissait bien. « Comment tu t'appelles » lui demanda-t-elle en s'approchant. « Kevin, mais je peux pas rester. Ma mère va me chercher. Tu viendras nous voir quand tu voudras, » répondit Claire en s'accroupissant à sa hauteur. « Ici, toutes les portes sont ouvertes, pour tous les enfants, même pour ceux qui sont méchants. » La question la frappa en plein cœur. Surtout pour ceux qui sont méchants, parce qu'en général, quand on est méchant, c'est qu'on a mal quelque part. Et nous, on sait soigner la peine. Le petit Kevin la regarda avec des yeux ronds, comme s'il n'arrivait pas à croire qu'un adulte puisse dire des choses pareilles. Puis il hocha gravement la tête et retourna jouer avec les autres enfants. « Un futur pensionnaire ?» demanda Adrien en la rejoignant. « Peut-être ?» Claire sourit en regardant le petit garçon qui commençait déjà à s'ouvrir aux autres. « En tout cas, il sera toujours le bienvenu. » La soirée se prolongea tard dans la nuit, sous un ciel étoilé qui bénissait cette renaissance. Quand les derniers invités furent partis et qu'Aurore eut gagné sa nouvelle chambre dans l'aile familiale du centre, Claire et Adrien se retrouvèrent seuls sur la terrasse principale. « Tu regrettes ?» demanda-t-il en la prenant dans ses bras. « Quoi ? D'avoir épousé un homme hanté par le fantôme de sa première femme. » Claire se serra contre lui, sentant la solidité rassurante de son épaule. « Solange ne sera jamais un fantôme entre nous. Elle sera un lien. Elle nous a réunis, d'une certaine façon. Sans elle, sans sa mort tragique, nous ne nous serions jamais rencontrés. C'est vrai. » Il déposa un baiser sur ses cheveux. « Tu penses qu'elle approuverait ? J'en suis certaine.
Claire leva les yeux vers les étoiles qui brillaient au-dessus d'eux. Elle voulait que nous soyons heureux, tous. Et maintenant, grâce à elle, grâce à Hélène, grâce à tous ceux qui nous ont aimés avant nous, nous le sommes. Dans le silence de la nuit, ils entendirent au loin le bruit d'une voiture qui s'arrêtait devant le centre, puis des pas, et une voix d'enfant qui appelait « Il y a quelqu'un. Je cherche Madame Claire. » C'était Kevin, le petit garçon de l'après-midi. Il était revenu, seul, sa maigre silhouette se découpant dans la lumière des lampadaires. Claire et Adrien échangèrent un regard complice. Leur nouvelle vie commençait vraiment, avec ses joies, ses défis, et surtout ses enfants à sauver, exactement comme l'aurait voulu Hélène, exactement comme l'aurait souhaité Solange.